APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Internet physique, projet visionnaire qui a inspiré déjà de multiples projets réels capables de rendre notre système de transport et logistique plus durable. Nous en discuterons d'abord avec mon cher collègue Éric Ballot de l'École des Mines et nous rencontrerons ensuite Xavier Perrodin, président de la société 4S Network, qui va nous raconter l'histoire de son projet CRC et de ses perspectives d'évolution future. Bonjour Éric, professeur à l'École des Mines de Paris, directeur du Centre de gestion scientifique et aussi directeur d'une chaire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'Internet physique. Cette chaire alors? Bonjour Valentina. Bonjour effectivement, cette chaire, c'est une chaire Internet physique menée avec le concours de Carrefour, GS1, FM Logistique et Procter & Gamble avec un nouveau partenaire qui nous rejoint, Orange. Et on s'attache à développer les concepts de l'Internet physique. Ok, bon, alors ce concept d'Internet physique, il faut que tu nous en dises un peu plus. C'est quoi l'Internet physique? Alors l'Internet physique, en fait, ça peut se dire très simplement, c'est l'interconnexion des prestations logistiques, des services logistiques. Mais quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose non plus. En fait, ça veut dire comment faire travailler ensemble, de manière universelle, l'ensemble des services logistiques, aujourd'hui très fragmentés, propriétaires. Ok, là tu me brûles un peu le terrain sous les pieds parce que normalement je demande à mes invités s'ils ont une métaphore, une image, un artefact pour illustrer leurs propos. Là tu viens déjà avec un concept très fort, Internet physique, et je vois tout de suite. Je vois l'Internet, je vois le container. Est-ce que tu peux développer un peu cette image très évocatrice? Oui, alors c'est même, c'est non seulement une métaphore, mais c'est aussi un paradoxe. C'est aussi un paradoxe, puisque l'Internet n'a rien de physique. Tout à fait. Or, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est reprendre le principe, qui est comment faire travailler des systèmes hétérogènes ensemble pour l'appliquer à notre domaine, qui a plusieurs composantes. Une composante physique, des conteneurs, de la manutention, du transport, mais aussi une composante information, avec la traçabilité, les systèmes d'information, et enfin, toute une composante process et modèle d'affaires, on dira en français, pour faire en sorte que ces étapes puissent s'enchaîner les unes avec les autres entre différents partenaires. Et on sait très bien que dans aucun de ces trois champs, il y a une standardisation des pratiques, des mesures et des flux. Donc, vous avez des gros challenges à relever, je crois. Et effectivement, c'est un terrain d'exploration extrêmement vaste, puisque ce que l'on souhaite faire, c'est ni plus ni moins que de reconfigurer l'écosystème logistique. De tous les flux, de tous les réseaux, de mode propriétaire, un mode beaucoup plus distribué et partagé. Exactement. Tout à fait. Et venons quand même au sujet de nos émissions. Est-ce que les enjeux de développement durable, que ce soit les enjeux environnementaux, sociaux, ont été à la source de votre inspiration? Quel est le lien avec l'Internet physique? Le lien est très fort, ça a été une de nos premières préoccupations et même, je dirais, le moteur initial. Puisqu'en fait, on a commencé par faire des travaux sur l'efficience des prestations logistiques et en particulier sur l'efficience du transport. Mais c'est la même chose dans le domaine du stockage. Et on s'est rendu compte que le côté propriétaire conduit à une multiplication des moyens. Et donc, quand on calcule une efficacité globale, je ne vais pas donner les détails techniques, mais on arrive de l'ordre de moins de 20% d'efficacité globale, par exemple, sur des opérations de transport routier. Et je ne leur jette pas la pierre, c'est pareil pour les autres. Ce que cela veut dire, c'est que nous n'atteindrons jamais 100%. C'est évidemment un idéal inatteignable, mais en revanche, si on arrive à passer de 20 à 24 ou de 20 à 30, on peut déjà gagner. Nous aurons fait des progrès considérables et surtout nous aurons réduit des véhicules kilomètres. C'est une situation pas forcément typique à la France. C'est une situation globale. En Europe, on a des chiffres qui confirment ce genre de constat. Alors, au niveau européen, c'est validé complètement. Et même maintenant, on travaille dès le début avec mes collègues américains, Benoît Montreuil et Russ Miller, aux États-Unis, au Canada. Et la situation est parfaitement partagée sur tous les continents. On n'a peut-être pas les données sur l'Asie, mais il y a fort à parier que c'est du même type. Et on parlait d'un développement durable, il y a des enjeux environnementaux clairs, améliorer l'efficience des transports et du stockage et donc réduire les émissions de CO2. Qu'en est-il des enjeux sociaux, sociétaux? Est-ce que vous pouvez revendiquer une possible retombée positive à ce niveau-là? Alors oui, alors, sur les enjeux sociétaux, aujourd'hui on le voit très bien, les conditions de travail dans la logistique
sont compliquées, aussi bien dans les entrepôts que dans le domaine public, on va dire celui de la livraison. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se développent en termes d'automatisation, de robotisation, qui vont réduire la pénibilité de ces tâches pour permettre de consacrer le reste à des tâches plus intelligentes, avec plus de valeur ajoutée. Notre concept va complètement dans cette direction en favorisant l'automatisation d'un certain nombre d'opérations, notamment via de la containerisation standard. Ok. En même temps, si on élargit un peu la vision, quand on parle de développement durable et de futur souhaitable, aujourd'hui, il y a des grands débats. L'un des débats, c'est high-tech versus low-tech. Là, tu nous proposes une vision qui est certes une vision positive, qui nous fait espérer pour le futur, mais c'est aussi une vision qui s'appuie énormément sur la technologie. Est-ce que tu crois, aveuglement ou pas, au progrès technologique qui pourra sauver le monde? Alors, il y a deux choses. Il faut reconnaître d'une part que si aujourd'hui on est dans la situation actuelle, c'est bien parce que la technologie a été quelque part victime de son succès. C'est-à-dire qu'on en use et on en abuse. Et donc ici, certes, on veut utiliser de la technologie actuelle pour résoudre un défi considérable qui est face à nous, et je crois qu'on aurait tort de s'en priver. Après, la question qui se pose, c'est comment on utilise ces technologies, à quelle fin? Et là, je crois que ce qui est important, c'est aussi de remettre ça dans un cadre plus large, qui est celui des travaux de mes collègues du laboratoire Blanche Segrestin et Kevin Levillain, qui travaillent sur les sociétés à objet social étendu, et plus particulièrement l'entreprise à mission, qui vise justement à définir ce que peut être la mission d'une entreprise et qui derrière va guider son action. Et donc derrière, les technologies pourront être utilisées à bon escient. Ok, donc vous partagez les deux visions, high-tech, low-tech, dans un professeur dans une école d'ingénieurs, donc oui, quand même, je ne peux pas totalement me renier. Écoute, mais alors je me dis, c'est un futur souhaitable, c'est un système qui a fait ses épreuves d'un point de vue technologique. Pourquoi ce n'est pas un système généralisé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de projets de ce type et qu'il y ait une diffusion de cette vision? Alors, même si ce n'est pas encore connu par tout le monde, et merci pour cette émission qui va, j'espère, contribuer à diffuser cette idée, je pense qu'il y a déjà des choses importantes qui ont été faites, notamment au niveau européen, avec Alice, la plateforme technologique européenne Alice, qui fédère aujourd'hui 125 entreprises au niveau européen, de toute taille, dans le domaine des prestataires logistiques, des fabricants d'équipements, des développeurs de logiciels, des consultants donc, qui offrent une caisse de résonance, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais qui en tous les cas permettent de démultiplier nos efforts et de le rendre plus concret et donc proposent des feuilles de route à ses membres pour aller vers l'Internet physique. Ok, donc il y a beaucoup de projets qui se développent, mais comment vaincre les résistances, par exemple, d'acteurs qui ont toujours travaillé en mode propriétaire et qui ont du mal peut-être à adhérer à ce genre d'initiative? Alors, effectivement, c'est comme abandonner sa voiture particulière pour passer au transport public ou au covoiturage. C'est un pas qui n'est pas nécessairement simple à faire. Ça ne veut pas dire après qu'on refait le pas en sens inverse, mais le premier pas est compliqué. Et pour attaquer ça, eh bien, en fait, on a développé un jeu. Très bien. Un jeu manuel ou un... Alors, en fait, on dit aujourd'hui en bon français un serious game. Pourquoi on a fait ça? Pour donner aux gens l'expérience de ce que ça peut être. Parce qu'on peut développer... L'interconnexion, le partage, c'est ça? Exactement. En fait. On peut développer des théories, mais ça reste relativement abstrait. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est mettre les gens en situation, les mettre à la tête d'un camion. C'est pas beaucoup, mais il faut commencer modestement. Partir à la quête des ordres de transport, en gagner, en perdre, et jusque-là, c'est un peu la vie traditionnelle, mais aussi se donner la possibilité de les réallouer entre transporteurs. Et on sait que la solution est bien meilleure, et on veut donner la possibilité à des industriels, à des étudiants, de vivre cette expérience de manière à comprendre l'intérêt de ce système. L'intérêt, les avantages de la collaboration, du partage et de l'interconnexion. Exactement, sans pour autant renier à la poursuite de ses propres objectifs. Puisqu'à la fin, chaque joueur est jugé sur sa performance. Alors, je dois en conclure que plein de personnes ont déjà joué ce jeu. Et tu m'as dit déjà qu'il y a plein de projets qui se développent. Est-ce que tu peux nous mentionner quelques projets concrets en France, par exemple, ou même en Europe, qui appliquent déjà les principes de l'Internet physique, un projet réel? Alors, ce jeu n'a pas encore été joué par beaucoup de monde, puisqu'on vient juste de
le développer et pour l'instant on l'a testé surtout, mais maintenant il est disponible et disponible gratuitement. Je suis sûre qu'il sera adopté dans beaucoup d'écoles et on t'invitera à le jouer même dans la nôtre. Avec plaisir. Donc au niveau des expériences concrètes, il y a une expérience concrète qui va être développée juste après par Xavier Perrodin de CRC, qui est un partenaire historique au niveau français. Mais il y a eu aussi d'autres expériences qui ont été menées, notamment on peut penser à Stockbooking en France sur le côté stockage décentralisé, rejoint maintenant par d'autres entreprises. On travaille également avec, au niveau européen, par exemple, avec une société qui s'appelle Mixmove Match. Mixmove Match. Qui explique, je crois, assez bien ce que cela fait. C'est très bien choisi. Et qui développe cette fois-ci du logiciel. Donc on voit des petites briques apparaître, et pas seulement en France, aussi à l'étranger, flexées aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'on a donné un nom à un concept, mais ça fait partie d'un mouvement plus général. Qui émerge. Et qui, je l'espère, se concrétisera rapidement sous une forme ou une autre, sachant qu'on a vraiment besoin d'améliorer la performance environnementale de nos chaînes logistiques. Merci beaucoup Eric. On va maintenant s'intéresser à une de ces briques avec notre prochain invité. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour avoir partagé cette vision qui sera bénéfique pour le futur de nos systèmes de transport et logistique. Bonjour Xavier et bienvenue dans notre émission sur la supply chain durable. Nous aimerions en savoir un peu plus. C'est quoi le CRC? Déjà, si vous pouvez nous développer l'acronyme, c'est quoi la genèse de ce projet que vous venez partager avec nous aujourd'hui? Bonjour Valentina, donc, merci de me recevoir aujourd'hui pour partager ce beau projet. CRC, au-delà de l'acronyme qui veut dire Centre de routage collaboratif ou Collaborative Routing Center, c'est avant tout un projet que je qualifierais de rupture, d'innovation de rupture en supply chain durable et plus particulièrement sur la mutualisation du transport. C'est un projet récent ? C'est un projet pas si récent que ça, puisqu'en fait, ça fait depuis 2013 que nous réfléchissons à cette initiative dans le cadre de la société 4S Network que je dirige avec mon associé Christian Leroux. Très bien. Alors, il consiste en quoi un CRC? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le CRC, en fait, c'est vraiment une solution qui permet à des industriels de pouvoir mutualiser leurs flux de petite taille pour pouvoir livrer la grande distribution et la restauration hors foyer. Ok, donc c'est particulièrement adapté aux flux de petite taille, si je comprends bien. C'est particulièrement adapté aux flux de petite taille. La taille moyenne de nos expéditions est de l'ordre de 5 palettes. Et donc, on a 70% de nos commandes qui sont inférieures à 10 palettes. Ok, très bien. Et ce n'est pas un centre dédié à un industriel, si je comprends bien? Non, non, pas du tout. C'est vraiment, ça a été réfléchi dès le départ comme une solution ouverte, donc de mutualisation, multi-industriel, multidistributeur, adaptée à des industriels de toute taille et qui se voulait être une initiative en mode plug and play pour pouvoir faciliter justement la mutualisation. Merci. Et j'aimerais bien savoir en quoi ce projet peut être lu comme une incarnation des principes fondateurs de l'Internet physique dont on vient de parler avec Eric Ballot. Tout au départ, déjà, on a réfléchi avec Eric Ballot des mines ParisTech et puis avec GS1 France sur les standards, sur un concept vraiment qui s'apparentait à la partie réseau des réseaux de l'Internet physique. Au travers du concept du P-Hub, donc le hub de cross-dock décrit dans l'Internet physique. Et CRC est un peu une incarnation de ce P-Hub parce qu'il permet justement de passer en cross-dock, de faire des entrées de palettes et des sorties et de mutualiser les flux de façon collaborative sur ce routeur. Donc vous êtes un maillon de plus entre distributeurs et industriels et vous êtes localisé dans différentes régions, c'est ça? Exactement. Donc nous avons une place, on va dire, dans ce réseau de réseaux. On a une place particulière puisqu'on est à l'interconnexion entre les industriels et les distributeurs et on est capable donc de fournir cette solution. Mais combien de projets CRC existent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un, alors, plusieurs? Il y a vraiment deux projets CRC. Nous, on en a développé un premier avec 5 CRC maintenant qui sont opérationnels. Et tous sont gérés par vous? 5 sont gérés par nous et il y en a maintenant 7 autres qui démarrent dans le cadre d'un projet que nous avons accompagné avec Leroy Merlin, V33, Henkel et Brunel et le prestataire logistique XPO pour justement développer une mutualisation des livraisons magasins de produits dangereux. Donc là, vous êtes plus dans une perspective d'offre de services? Effectivement, plus d'offres de services. Dans ce projet-là, on a accompagné le network design, donc la structuration du réseau.
Et en revanche, ce que l'on a fait, c'est que l'on a proposé la fourniture du service numérique. Et donc, on développe, on co-construit avec Leroy Merlin et les industriels de ce projet une plateforme numérique pour pouvoir piloter la performance. Oui, donc vraiment le pilotage et le workflow également. Très bien. Et on parle de supply chain durable. Alors, quels sont les impacts positifs que vous pouvez revendiquer grâce à ces projets? Quelles sont les retombées dont vous pouvez être fiers? Alors, au niveau du développement durable, CRC permet d'économiser du CO2. Donc, marginalement ou de façon consistante? De façon consistante, puisque sur le projet que l'on a, sur les 12 derniers mois par exemple, on a traité à peu près 50 000 palettes, et sur ces 50 000 palettes, on a économisé à peu près 15 tonnes de CO2, ce qui représente, on va dire, 15 allers-retours Lille-Marseille, pour donner en camion complet, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Et dans le cadre du projet Leroy Merlin, où la structure est un petit peu différente, puisqu'on était déjà sur des lots traités en messagerie au départ, là on a plutôt une économie de l'ordre de 7,5%, mais qui est quand même une économie très conséquente. Mais j'imagine que vous avez aussi des retombées positives au-delà de l'aspect environnemental qui nous tient particulièrement à cœur. Bien sûr, le principal avantage de cette solution est d'apporter un taux de service au lot de petite taille équivalent au taux de service que l'on a pour les lots distribués en camion complet. Donc en fait, on a un taux de service qui s'apparente à ce taux de service de lots de taille importante, aux alentours de 98,5% aujourd'hui, mesuré, constaté sur les 12 derniers mois, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc les participants doivent être contents, ceux qui participent. Ils sont contents. Et au niveau économique, après, bien sûr, il faut regarder cette perspective d'une façon globale, pas simplement le prix facial de la prestation de transport, mais la performance au niveau global, tant au niveau euro, CO2 que service, sachant qu'effectivement, en ayant un meilleur service, on évite souvent des pénalités et il faut intégrer l'ensemble dans il y a toujours des dark sides, des côtés un peu sombres ou des difficultés. Quelles sont les difficultés, les freins que vous avez rencontrés ou que les acteurs peuvent rencontrer s'ils décident de participer à ce genre d'initiative? Alors, je pense que les difficultés, c'est un petit peu comme tous les projets innovants qu'on a portés dans une société avec un regard particulier des différents acteurs. Donc on avait bien sûr cette partie intérêt pour l'innovation et qui ensuite doit passer à l'échelle. Et sur le passage à l'échelle, on se rend compte qu'on a besoin d'outils numériques notamment, pour pouvoir franchir vraiment cette étape bien sûr du PowerPoint, de l'expérimentation, de passage à l'échelle. Et ça nécessite un certain nombre d'investissements et également de pouvoir convaincre les acteurs. Donc, si je comprends bien, la composante digitale de l'initiative prend de plus en plus de poids. Est-ce que dans le futur développement de votre initiative, vous voyez ce créneau-là s'élargir et prendre de plus en plus de poids? Tout à fait. Je pense que là, on est vraiment au virage de notre société. Aujourd'hui, on a fait un énorme projet avec encore les mines Paritech, GS1, mais les transporteurs aussi Railroad, TAB, et puis CRC Service et 4S Network. Et un autre laboratoire qui sont les mines de Nantes, enfin l'IMTA, l'Institut Mines Télécom Atlantique. Et dans ce projet qui s'appelle Logistique Intermodalité de l'ADEME, on a été retenu et le projet s'appelle donc maintenant CRC Open Network et nous permet de développer une plateforme numérique pour travailler sur vraiment 4 modules. La partie pilotage de la performance, la partie workflow traçabilité et également la partie optimisation, qu'elle soit stratégique ou opérationnelle. Et ces outils, ces briques numériques vont être au sein d'une même plateforme et vont nous permettre d'apporter de nouvelles solutions à la fois pour notre propre usage dans CRC Service, mais également pour, par exemple, des projets comme Mutalog où on va pouvoir utiliser cette plateforme uniquement dans le pilotage des flux. Bon, vu le thème de notre émission, il me semble très bien de terminer sur cette vision technologique en espérant que de plus en plus d'initiatives qui essaient de mettre les high-tech au service des grands enjeux sociétaux verront le jour et pourront s'inspirer du CRC que Xavier Perrodin vient de nous présenter. Merci. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.